bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici Mister Review. Et bien maintenant, on va parler justement d'un show dont on commence directement l'année de manière sur les chapeaux de roue. Donc vu comment j'avais débuté avec celui de New Japan Pro Wrestling pour Wrestle Kingdom, maintenant on va dire entre semi WWE mais uniquement TNA. On va dire ça comme ça. De toute manière, on va pas se mentir, la TNA est à moitié acheté, entre guillemets, même s'ils font toujours des collaborations. Mais bon, vous saviez de quelle structure auquel on va s'attaquer. Mais le premier show auquel ça a débuté, le tout premier pay-per-view de l'année, c'est tout simplement TNA Genesis 2026. Et oui, vu comment ils ont commencé l'année 2026 avec les shows d'Impact et de Explosion, un peu comme la EW avec Dynamite, Collision, dont il se passe pas forcément grand chose, et pareil pour la WWE avec Raw, NXT et SmackDown qui ne passe absolument rien d'exceptionnel, on va pas se le mentir. Donc, ouais, je sais qu'en ce moment, on vit dans une période très compliquée. Donc, la Ruthless Dépression est en marche et ce n'est pas prêt de s'arrêter tant que un bonhomme ne réussit pas à rendre son produit intéressant. Mais bon, je dis ça, je dis rien, je ne suis pas booker. Donc, pour commencer le show, tout ce que je sais, il y a 2 matchs du pré-show pour Genesis. Et d'ailleurs, au passage, excusez-moi pour les images que vous allez voir. Alors, pas l'image de la fiche des personnes qui s'affrontent, mais plutôt de ceux qui ont gagné. Donc, je tenais à m'excuser pour la qualité très mauvaise, vu comment je sais que j'ai Thriller TV, mais je n'ai pas acheté le pay-per-view pour garder en version VF du Québec pour faire salut à mon cher Pierre-Paul. Oui, parce que vu comment Pierre-Paul est québécois, je le salue. J'aurais dû peut-être l'acheter, mais vu comment je n'ai pas un rond sur moi, je n'ai pas, on va dire, encore la priorité de regarder et d'acheter en VF, comme d'autres shows avant tout. C'est comme la EW, j'ai eu l'occasion de regarder et de acheter même faire un abonnement s'il le faut, mais pour l'instant, c'est un peu galère. Je vais pas vous mentir, c'est un peu galère. Bon, je disais, vu comment ça commence avec les 2 matchs du pré-show, parce que là, vous saviez, là, je m'en mêle un petit peu les pinceaux. Pour le premier match, c'est pour le titre international, et c'est un match à 4 entre Channing Stax Lorenzo, accompagné par Ariana Grace, contre Eric Young, contre BDE, ou BDE si vous préférez, et contre KG Orso, que je ne connaissais pas. Donc, il faut savoir dans ce match-là, c'est que, à mon avis, Santino Marella voulait punir le petit ami de cette Ariana Grace, donc la fille de Santino, vu comment ce dernier s'est montré irrespectueux envers son beau-père, et du coup il faut respecter la famille, et qu'à tel point que sa fille Ariana Grace n'a plus aucun respect pour son père. Alors du coup, Santino a l'occasion de se venger en mettant 3 adversaires contre lui. Et je vais pas trop faire de chichi dans ce match-là. C'est raté pour Santino, vu comment c'est Channing Lorenzo qui arrive à surpasser, comme j'ai dit, Eric Young, ex-champion Ring of Honor, BDE, donc l'influenceur, kicker, twitcher, j'en passe de quel influenceur qu'il est. En tout cas, il peut avoir de l'influence sur Internet, entre guillemets. Et Keiji Orso, quoi. Voilà. Donc c'est lui qui surpasse tout le monde. Le deuxième match, c'est un match par équipe féminin, auquel il n'y a pas d'enjeu, pas de titre en jeu, enfin, il n'y a rien du tout, quoi.
Et c'est un match qui oppose Tessa Blanchard et Mila Moore, accompagnée toujours de Robert Stone et de Victoria Crawford, contre bien sûr Indy Hartwell et The Vicious Vicky Vento. Vicious, à mon avis, c'est peut-être un hommage ou une référence à Sid Vicious. Parce que je sais que le terme vicieux, pour eux, c'est le terme d'un sadique qui aime faire du mal aux gens, alors que nous, le terme vicieux, c'est quelqu'un de pervers, quelqu'un de vicieux. Donc ouais, il y a peut-être un côté si vicieuse, mais je ne vois rien de si vicieuse en Vicky Venuto. Je ne vois absolument pas, si ce n'est qu'à l'extérieur, il y avait les sœurs Élégance, ou plutôt la marque Élégance avec le personnel concierge et un nouveau membre dans la marque Élégance, dont il n'y a pas de nom cité. Enfin, peut-être que j'ai pas si regardé les news, il faudrait que je regarde et que je sois à jour. Mais en tout cas, c'est sûr, il fait partie de la marque Élégance et auquel ils étaient en plein près de l'action. Et tout ce que je sais, c'est qu'ils étaient un peu malencontreusement, malgré eux, en train de distraire les babyface. En même temps, est-ce que c'est la faute des babyface parce qu'ils n'étaient pas assez concentrés? Je pense que c'est un peu le cas. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, si ce n'est que c'est l'équipe de Blanchard et de Moore qui gagne le match sans, sans trop raconter n'importe quoi. C'est tout ce que je sais en ce moment. Mais voilà tout. Maintenant, on passe du côté de la carte principale. Et le troisième match, parce que oui, on est déjà au troisième match. J'ai cité le premier, le deuxième et maintenant le troisième. Le troisième match pour débuter le show, Edge et Francis contre Rich Swann. Là où il n'y a pas forcément d'enjeu, si ce n'est que Rich Swann était dans l'équipe de Edge et Francis et Casey Navarro, The First Class. Donc un temps, il était dans leur équipe. Et, euh, et là, tout soudainement, il devient leur ennemi. Donc du coup, je ne comprends pas forcément trop l'intérêt, si ce n'est que voilà, il a décidé de se retourner contre The First Class et la seule manière pour battre un des leurs, c'est en battant le leader. Donc AJ Francis, Top Dollar, si vous préférez. Mais malheureusement pour Rich Swann, lui qui a été ancien champion du monde, eh bien, il perd contre AJ Francis. Comme quoi, c'est pas non plus une défaite qui fait ravir pour Rich Swann. En même temps, fallait bien s'attendre. Voilà, victoire d'AJ Francis, je n'ai pas trop grand chose à en citer. Le quatrième match, c'est encore un match auquel il n'y a pas forcément d'enjeu. Juste un match de personnes qui sont un peu dans l'indifférent. Je dois peut-être dire de bêtises, mais je crois qu'ils sont... ils ont indifférent, quelque chose comme ça. Un match entre Mustafa Ali, accompagné par The Order 4 ou 4 Order, quelque chose du genre, même si on peut dire 4 Order. Tasha Steelz, John Skyler, Jason Hutch et l'agent spécial Zero. Donc il affronte bien sûr Elijah, donc Elias. Et dans le match, certes, il y a eu des tas de trucs à raconter, pas forcément grand chose intéressant, mais il y a eu des tas de trucs. Dans la fin du match, alors oui, il y a un peu pas d'intervention de, comment dire, une tentative d'intervention, mais c'est plutôt une distraction de l'arbitre, jusqu'à ce que l'arbitre envoie les membres de The Order 4 au vestiaire, tandis que Elijah, il est, comment dire, un peu titillé par Tasha Steelz, donc il en a marre de cette nana-là. Donc il veut lui faire un tombstone pile driver, mais il se mange un guitare dans le dos de la part de Mustafa Ali, et c'est Mustafa Ali qui a le dernier mot en faisant le tombé gagnant sur Elijah. Donc victoire de Mustafa Ali. Je passe au match suivant,
Et le match numéro 5, parce que oui, j'ai pas envie de trop perdre du temps, je m'endors déjà assez en expliquant déjà assez trop et je vous endors en même temps. Donc pour ça, je préfère passer très vite. Eh ben, le match suivant, c'est un match de retraite de JDC. Donc pour Johnny Dango Curtis ou The Dirty Dango. Et d'ailleurs, au passage, je ne savais pas que ça fait plus d'une vingtaine d'années que Johnny Curtis, qui catch depuis une vingtaine d'années. J'ignorais complètement. Et d'ailleurs, on nous avait montré du côté de d'Impact l'historie, comme quoi ça fait de nombreuses années qu'il arpente les rings du circuit indépendant, ou encore l'une des passages à la TNA à l'époque où c'était NWA, et du coup j'étais même pas au courant qu'il avait déjà fait une apparition à l'époque où c'était NWA TNA. Donc, à mon avis, certes, il était inconnu au bataillon, mais il voulait faire ses preuves, mais il s'était plutôt tourné du côté du circuit indépendant et surtout la WWE, où il deviendra Fandango. Donc, vous savez, le personnage de danseur. Tantôt danseur de tango, tantôt danseur de salon. Mais bon, ça vous le saviez. Et maintenant en mode JDC, parfois dansant un côté un peu dirty, ou plutôt du côté classe. Et, euh, et tout d'un coup, celui qui est un peu système extrême, on va dire ça comme ça. Mais bon, en tout cas, j'ignorais sur le parcours de Johnny Dango Curtis, si ce n'est que c'est tellement dommage que au fil de sa carrière, Johnny Dango Curtis n'a jamais eu même pas une fois l'occasion de devenir champion du monde. À vrai dire, même pas, hein. À la WWE, c'était non définitive parce qu'il n'a pas forcément le personnage et tout ce qu'il faut pour devenir un main eventer. Enfin, je crois qu'au départ, ils en avaient, mais il n'était pas fait pour devenir main eventer. Je sais pas comment vous l'expliquer. Il y a des personnes qui expliqueraient mieux que moi, mais je sais que il n'allait pas franchir le cap du main event. Dans l'indépendant, il y avait des chances qu'il peut franchir le main event parce que c'est dans l'indépendant, c'est on va dire un environnement où tout le monde s'en fiche un petit peu. Tu peux sauter un main event haut la main, ça gênerait personne. Alors que à la WWE, à la TNA, je pense que c'est un peu quelque chose qui est peut-être pas facile, hein. Pourtant, comme je l'ai dit, il n'a jamais été champion du monde de sa carrière dans les grosses entreprises majeures. Parce qu'on dit que la TNA était une grande entreprise. Ce qu'il était, maintenant je pense qu'elle est plutôt troisième. Parce que maintenant, la deuxième grosse compagnie, c'est la AEW. Et la première, la WWE. Et la quatrième, la Ring of Honor. Voilà, la quatrième, voilà, je mets, on va dire, les top 4 du catch américain. Donc les quatre tops, si vous voulez, si vous savez ce que je veux dire. Dans ce match-là, quoi de mieux d'affronter Eddie Edwards? Donc oui, Eddie Edwards contre JDC. Donc deux membres de The System qui s'affrontent. Et je me demande si ça aurait pas été mieux d'un autre adversaire. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas que je déteste complètement Eddie Edwards, c'est juste que il est pas forcément très intéressant. En tout cas, en tout cas pour moi, il a du mal à rester très intéressant, hein. C'est pas comme à l'époque où il avait débuté en devenant champion de la TNA en surprenant tout le monde, en battant un certain Bobby Lashley, ou quand il avait été champion à la Ring of Honor. Mais bon, pour moi, il a pas. J'ai peur de dire des bêtises, mais je pense pas que c'est un peu le petit bon choix préféré de bon nombre.
Disons qu'il fallait peut-être une fin pour régler à cette histoire, donner une fin merveilleuse à JDC. Et du coup, bah, il fallait mettre Eddie Edwards parce qu'ils n'avaient pas d'autre option, peut-être. Pourtant, ils ont des occasions, hein. Mais si ça aurait été un mec de NXT, je sais pas si ça leur aurait servi à grand chose, ou plutôt ça aurait cité un côté scandaleux. Voilà, ça c'est un peu ma façon de penser, de ce que j'en pense de tout ça. Donc forcément dans le match, pas trop grand chose à citer, si ce n'est que c'est Eddie Edwards qui bat JDC. Donc voilà tout, comment ça se termine. Et, et voilà, bah, du fait que JDC part du monde du catch en très bons termes. D'ailleurs, c'est un peu ironique qu'en y repensant. On sait que l'année 2025 s'est terminée un peu mal pour certains. On a eu du décès, des départs, des blessés qui tardent à arriver à l'heure d'aujourd'hui. Mais ce qu'on peut retenir, c'est certains qui prennent leur retraite, les décès, j'en passe d'autres. Et maintenant, pour l'année 2026, est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu l'année des départs de certains? Vu comment on sait que 2025, c'était le vrai départ de Goldberg, entre guillemets, alors qu'il était déjà plus là. Également John Cena, de la façon la plus scandaleuse possible. Et maintenant, ben, cette année, ben, Hiroshi Tanahashi qui prend définitivement sa retraite pour mieux gérer la New Japan. Et maintenant, ben, JDC. Et peut-être que bientôt suivront. Je pense notamment à AJ Styles, je pense aussi à Samoa Joe, et je pense à certains d'autres catcheurs. Donc comme quoi cette année peut être l'année de ceux qui font leur départ. Dommage, hein, c'est tellement dommage. Donc en même temps, il a eu une bonne célébration. Et d'ailleurs, j'ai même oublié de citer pour la TNA en 2025, eh ben, le départ c'était Sami Callihan, mais sauf que malheureusement son départ n'a pas été mémorable. Malheureusement, ça n'a pas été si mémorable que ça. Et pourtant, il a pris sa retraite. Même si tout le monde en avait rien à secouer, mais je tenais à le citer. Donc voilà tout. Voilà tout, voilà tout, voilà tout. Maintenant, bah, vu comment il a eu une célébration par ses collègues qui le félicitent, et même quelques gars en coulisses, il est temps de passer au match suivant. Et ce match suivant, c'est le match numéro 6, correspondance intergenre. Donc un match, disons, mixte de homme contre femme ou femme contre homme. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc Ryan Nemeth contre Mara Sadi, anciennement Jakara Jackson. Je sais pas quoi en penser de ce match-là. Clairement, entre un match homme contre femme, je sais pas quoi en penser si ce n'est que... Bon, forcément, Nick Nemeth, il va surtout jouer le côté trou du cul dans le match. Il va plutôt un peu bolosser Mara. Je devrais plutôt l'appeler par son ancien nom, Jakara Jackson, hein, parce que Marasadi, c'est pas... Voilà, c'est pas un nom facile à trop retenir. Je retiens plus Jakara Jackson que Marasadi, quoi. Donc je m'en excuse sincèrement, mais je sais pas faire trop les choses différemment. Enfin, j'essaye de faire les choses différemment, mais c'est pas facile. Mais ouais, elle va se faire plutôt maraber par Ryan Nemeth. J'allais dire Nick Nemeth. Donc c'est sûr, il va la bolosser et puis elle va reprendre du poil de la bête en le foutant des énormes gifles, des coups de pied, des prises dignes de lucha libre comme les ciseaux de tête, des huracan rana. J'en passe des petites choses, mais pas trop de choses à dire, si ce n'est que puis Ryan Nemeth va reprendre l'avantage, il va s'énerver, et ce qui est sûr, c'est que il va réussir à battre Jakara Jackson de la manière un peu lâche possible et de manière traître, vu comment il va gagner en trichant. Oui, en la manière de comment il fait le tomber sur Marasadi, donc Jakara Jackson, eh bien, il va plutôt la mettre en boule
et que l'arbitre a les yeux fixés sur les épaules de Jakara Jackson, eh ben lui, il a la main dans les cordes. Et bien sûr, tant que l'arbitre ne s'en rend pas compte, il valide de tomber. Donc c'est sûr, c'est une victoire un peu volée de la part de Ryan Nemeth. Et du coup, ben, j'ai pas trop grand chose à citer, ce n'est que on a eu un match mixte, intergenre, et voilà, j'en passe des trucs, des trucs. Match numéro 7 cette fois-ci, match pour le championnat féminin du monde des knockouts de la TNA entre Lei Ying Lee contre Zarya accompagnée par Sol Ruka. Alors que Lei Ying Lee, elle était plutôt accompagnée par Xia Brookside. En temps réel, ça devait être Dani Luna. Oui, parce que le match était Lei Ying Lee contre Dani Luna. Mais vu comment Dani Luna, je sais pas si elle est blessée ou plutôt elle a été suspendue, je ne sais pas trop quoi. J'ai pas trop suivi ce qui s'est passé du côté d'Impact. Disons que je regarde, mais je, je je suis plus, on va dire, un peu trop dans l'actualité du truc. Donc malheureusement, je suis en mode, je m'en fiche un tout petit peu. Donc ils ont décidé d'avoir du changement, quelqu'un pour remplacer. Et du coup, ben, quoi de mieux pour mettre Zarya. Et du coup, ben, quand je vois cette affiche, je me dis, ça se trouve, la WWE va peut-être essayer d'enculer une nouvelle fois la TNA. Parce que oui, je dis des termes. Pour moi, la WWE, quand ils collaborent avec la TNA ou d'autres structures, c'est pas de manière très bienveillante, c'est une manière pour les enculer, l'air de dire nous, on est la plus grande structure, vous êtes tourné dans l'indépendant, vous n'êtes plus aussi important qu'à la grande époque où j'en passe des choses, hein. Moi, c'est ma façon de voir le truc sur la TNA. Ou alors parce que bah, la TNA, à force de se tirer des balles dans le pied du processus créatif, soit à cause de Hulk Hogan ou les mauvaises décisions de Dixie Carter, qu'au passage, Dixie Carter, elle avait fait son retour, mais je pense pas que ce sont un retour définitivement, je ne pense pas. C'est un peu comme avec Mr. Anderson. Il était revenu, et cette fois-ci, il catch à la Juggalo Championship Wrestling, donc la GCW. Donc, vous voyez, il y a des anciens qui reviennent, mais de manière très courte durée, vu comment ils ont pas grand-chose à citer sur la dent. Clairement. D'ailleurs, au passage, il y avait aussi deux catcheuses, Layna Black et Cora Jade, ou Cora Jade si vous préférez, ancienne WWE, et que maintenant elle catch dans l'indépendant, et qu'elle est actuellement du côté de la TNA. Donc oui, Cora Jade catch du côté de la TNA. Et également Sonia Deville, qui a une nouvelle identité. J'avais le nom en bouche, mais j'ai oublié de comment elle s'appelle, je m'en excuse. Mais en tout cas, elle veut se montrer en tant que figure d'autorité à la TNA. Un peu comme ce qu'elle avait fait avec la WWE. Donc voilà ce que je pourrais en dire là-dessus. Et pareil pour le retour encore une nouvelle fois de AJ Styles. À mon avis, ils vont sûrement faire quelque chose avec AJ Styles. Mais revenons au match féminin parce que là j'ai discrète complètement. Disons qu'ils ont préféré choisir Zarya en termes d'urgence pour donner entre guillemets du prestige à la championne, ou plutôt essayer de les enculer en devenant l'une d'entre elles championne. Et du coup, ben, qu'est-ce que vous voulez que j'en dise de plus, si ce n'est que ça ne s'est pas passé comme je le pensais, parce que moi j'étais en mode ils cherchent à les enterrer. Finalement, ce n'est pas du tout le cas, car le match était sympa, mais est-ce que ça vole haut? Pas du tout. Clairement pas du tout. Parce que faut dire maintenant, Zarya, elle, quand elle était revenue, il y avait quelque chose avec elle. On voyait qu'elle avait un côté un peu sauvage, un peu beast. Mais en fin de compte, ce n'est qu'une Rhea Ripley version bis. Vu comment cette histoire de roman d'amitié avec Sol Ruka, on dirait qu'ils essayent faire
une histoire centrée sur une amitié bien soudée qui se transforme en relation amoureuse, disons une relation lesbienne. Un peu comme ils veulent faire avec Rhea Ripley et Io Sky, mais sauf que c'est nul, c'est complètement nul. La seule chose que je trouve bien faite, c'est du côté de la EW avec Tony Storm et Mina Shirakawa. Il y a il y a un côté amour mais pas trop collant. Disons que ce sont deux personnes un peu loufoques mais qui sont bonnes dans leur élément, quoi. Alors que du côté de WWE, que ce soit Raw et NXT, c'est casse-couille. Moi, ça me casse les couilles et je suis pas emballé. Clairement pas. Je préfère vous le dire, hein. Ce n'est pas à propos de l'homophobie, je ne suis pas homophobe. J'ai rien contre les personnes qui sont gays ou Gwyn, je n'ai rien contre cela. Même contre les bisexuels, les transsexuels, j'en passe, j'en passe des trucs. Je n'ai rien contre. Mais quand vous racontez mal les choses de manière dans une storyline, on va dire ça comme ça, quand vous racontez quelque chose de mauvais dans une storyline et que ça ne prend pas, c'est qu'on en a rien forcément à foutre. Voilà. Je préfère le dire très clairement. Pour moi, je n'ai absolument rien à foutre. Que ce soit entre Rhea Ripley et Io Sky, je m'en bats les couilles. Et entre Zarya et Sol Ruka, je m'en bats les couilles. Si ce n'est que quand, quand elle catch de manière plus sérieusement et que y a de l'engouement, surtout quand Sol Ruka effectue Salsa Snatcher, qui est un peu un RKO en flip, de qu'on se la subit, c'est sûr qu'on ça sort de nulle part et on s'attend pas forcément à cela, du fait que c'est exécuté très rapidement. Mais voilà le seule chose positive que je peux dire. Mais concernant le reste, bah, c'est pas top, clairement pas top. Donc concernant le match, il y avait intervention de la marque Elegance et en fin de compte c'est Xia Brookside et Sol Ruka qui les font chasser de l'arène et ça va se jouer entre Lei Yingli et Zarya. Et en fin de compte, c'est Lei Yingli qui va réussir à battre Zarya avec un Olympic Slam inversé. D'habitude la personne tombe sur le dos, mais vu comment c'est inversé, la personne tombe sur le ventre. Donc on peut dire un reverse Olympic Slam. Oui, je sais, c'est un Angle Slam à à la manière de Kurt Angle. Donc moi j'aime bien les dire de manière très complète quand c'est Kurt Angle, Olympic Angle Slam. Mais là, je préfère dire Reverse Olympic Slam. Et du coup, ben, c'est Xiali, parce que c'est plus facile de dire Xiali que Lei Yingli, c'est pas tellement facile à retenir, qu'elle remporte le match, et pourtant, preuve de respect entre les deux femmes, alors qu'il n'y a pas d'histoire forte à raconter. Donc ça, je déplore complètement cette situation, mais bon, je ne m'appelle pas Carlos Silva, je ne m'appelle pas les bookers de la TNA, je ne m'appelle pas non plus Triple H, je ne m'appelle pas Shawn Michaels, je ne m'appelle pas Road Dogg, je ne m'appelle pas Abyss, je ne m'appelle pas William Regal, je ne m'appelle pas n'importe qui sont bookers. Voilà tout. Maintenant déjà le huitième match. Oui, parce que j'essaie de accélérer les choses. Le huitième match, c'est un match par équipe pour les championnats du monde par équipe de la TNA. Entre les Hardy Boys, Jeff Hardy et Matt Hardy, contre les Right House. Donc, équipe composée de Vincent et Dutch, qui étaient anciennement à la ROH. Ils avaient été dans d'autres structures indépendantes et surtout ils étaient à la AEW, auquel ils n'étaient pas utilisés comme il se doit. La preuve, les Grizzled Young Veterans, ils sont pas utilisés comme des équipes très sérieuses, mais plutôt comme des paillassons. Et du coup, ben, cette équipe de The Right House, ils sont également utilisés comme cela. Mais je crois que du côté de la TNA, ils sont un peu utilisés, alors pas comme des méga stars, disons, ils sont traités de manière un peu correcte mais sans plus, et qui défient tout de suite les Hardy Boys.
Donc bien sûr, ils avaient fait leur début officiel à la TNA pour lancer un message clair et net à Jeff et Matt, comme quoi ils sont intéressés par les titres, donc ce n'est pas eux qui les intéressent, mais les titres. Et du coup, ben, ils veulent les titres tout de suite et maintenant. Donc ils ont eu leur match prévu pour Genesis, et auquel je crois que du côté d'Impact, j'avais vu les images comme quoi ben, ça s'est terminé en bagarre générale et que Jeff Hardy s'est retrouvé coincé avec un cadenas dans son oreille. Et du coup, ben, il a assisté impuissamment au massacre de Matt Hardy. Enfin, Matt Hardy s'est fait massacrer par Vincent et Dutch. Et du coup, ben, pour se venger, c'est sûr qu'ils veulent prendre leur petite revanche sur les The Right House. Donc, disons que c'est une équipe qui respire un côté bonne humeur. On dirait qu'il respire la bonne humeur, mais il y a un côté bonne humeur un peu. Je sais pas comment vous le dire. Un peu malsain. Disons un peu malsain, parce que quand je vois la tête des gars, je me dis, eux, ils ont pas une tête bah, très bienveillant. Ils ont une tête, certes, un peu de clodo. Ils ont un peu une dégaine de clodo. Mais une dégaine de clodo un peu sadique comme des charognards et j'en passe d'autres. J'en passe d'autres arguments que je peux dire. Donc j'ai pas trop grand chose à citer dans le match là, clairement pas. J'essaye de mieux développer, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à mieux développer que ça. Et à un moment dans le climax, je sais que il y a Dutch ou Vincent qui va. Je crois que c'est Dutch qui prend le micro et qui dit allez-y, terminez le boulot. De toute façon, c'est déjà pesé. Mais j'espère que c'est pas une trahison parce que j'ai du mal à savoir si c'est une trahison ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est les Hardy Boys qui vont battre The Right House, donc Vincent et Dutch. Et voilà comment se termine. Donc j'ai pas trop compris la fin du match, je vais pas vous mentir. Si vous avez vu sur Thriller TV ou sur la chaîne de TNA sur TNA+, ou d'autres plateformes de streaming, bah, je suis preneur de savoir ce que vous en avez pensé. Si vous n'avez pas vu, je ne vous en veux pas. Si vous avez vu, dites-le moi, ça m'intéresserait. Parce que j'ai pas trop compris la fin. Et faut dire, je l'ai vu que en version highlight. Donc oui, j'ai essayé de vous le dire tout à l'heure, mais je n'ai vu qu'en version highlight. Et voilà, je crois que j'ai pas trop grand chose à dire sur ça, si ce n'est que plus que 2 matchs après c'est terminé. Donc, match à 3, là où il n'y a pas d'enjeu. En temps réel, ce match à 3 devait être un match pour le titre de la X-Division. Donc, Leon Slater qui devait défendre son titre. Mais vu comment ce dernier est absent, à mon avis, il veut faire d'autres matchs du côté de la WWE. Et ben du coup, ça va se terminer en match à 3 auquel il n'y a pas d'enjeu. Donc entre Joe Hendry, qui a officiellement signé à la WWE, contre Cedric Alexander et contre Moose. Quoi que demander de plus, si ce n'est que Moose, je pense qu'il a perdu en aura de puissance. En tout cas, c'est ma façon de penser. Je pense qu'il a perdu cette puissance du côté orégnal sauvage qui veut contrôler le système. Je trouve qu'il a perdu ce genre d'aura-là. Et Cédric Alexander, qui est là, mais qui n'est pas non plus sortant gagnant-gagnant. Disons il est plutôt servi comme un faire-valoir par certaines personnes. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il obtient pas un peu plus de victoires que de défaites. Je sais que dans le passage du match, il va avoir un genre d'angle, qu'on peut appeler ça un work, comme quoi ben, Moose serait entre guillemets blessé, mais sauf que ce n'est qu'un work. Donc un work qui veut dire qu'un angle de blessure qui n'en est pas réellement un, quoi, vu comment c'était une feinte. Donc on essaye de se la jouer filou-filou, et pourtant ça ne va pas se passer comme il se doit, clairement pas. Donc ça va se jouer entre Alexander et Joe Hendry. Puis à l'instant T dans le match, ben Moose il revient dans le match, il revient.
Et tout simplement, ben, ça va pas non plus trop porter ses fruits, sa tactique d'essayer de surprendre avec son angle de blessure, donc il n'a pas absolument pris, malheureusement. Et que bah, tout simplement le match qui va remporter, ce n'est pas Cédric Alexander, ce ne sera pas Mousse, mais bel et bien Joe Hendry. Donc qui remporte ce match auquel il n'y a pas d'enjeu. C'est dommage qu'il n'y a pas d'enjeu. Si l'enjeu c'était match pour être le prétendant numéro un au titre de la X-Division, ça aurait été plus compréhensif. Mais vu comment il n'y a pas ça, c'est un peu débile, clairement débile. Et maintenant, bah, je n'ai pas trop grand chose à citer, si ce n'est que victoire de Joe Hendry. Et maintenant, le 10e match, c'est le main event pour un Texas Deathmatch pour le championnat du monde de la TNA. Avec en arbitre spécial, oui, cet arbitre spécial qui est nul autre que Nick Nemeth, Dolph Ziggler, et auquel, ben, certes, c'est un Texas Deathmatch où tout est prévu, donc c'est sûr, il n'y a pas ce côté PG, heureusement, mais je pense qu'il va bientôt tourner dans ce côté PG. Parce que rien n'est sûr, tout peut tourner à tout moment. Et du coup, ben, le rôle de Nick Nemeth, c'est que certes, il est co-détenteur avec Frankie Kazarian, mais sauf que Frankie Kazarian, c'est le champion, parce que au passage, enfin, c'était le champion, Frankie Kazarian, mais qu'il avait perdu le titre face à Mike Santana lors d'un épisode de Impact. Donc, bien sûr, vous avez compris, Mike Santana contre Frankie Kazarian pour le titre. Et du coup, vu comment il veut son rematch, et comme je disais avec Nick Nemeth, vu comment lui, il était co-détenteur au début avec Frankie Kazarian pour devenir champion TNA, eh ben, vu comment Frankie est devenu champion, donc il reste plus que lui qui détient la coupe, et du coup, ben, soit il va faire un travail de manière partiale ou impartiale. Disons que durant tout le match, il va se montrer exemplaire, disons qu'il se montre impartial. Donc il va pas tenter des coups fourrés à l'un des deux, clairement pas. S'il aurait voulu, il l'aurait fait, vu comment le match tout est permis. Mais vu comment il préfère que les deux hommes se s'entretuent, eh bien il préfère laisser faire, tout simplement. Donc c'est sûr, ça va partir en bordel total. T'as Je crois qu'il va y avoir des utilisations d'armes. Je me rappelle qu'il y avait du barbelé, peut-être du bat de baseball en barbelé, table en barbelé. Enfin, je crois qu'il y a eu des divers objets. Donc c'est sûr que les deux catcheurs se sont fait énormément plaisir. La foule a surkiffé la violence bien maîtrisée. Et pourtant, à la fin du match, enfin, à la fin du match plutôt, c'est Mike Santana qui va réussir à triompher de Frankie Kazarian une nouvelle fois, mais cette fois-ci en utilisant sa Tornado Clothesline avec du fil de fer barbelé autour de son bras pour pour mieux battre Frankie Kazarian et obtenir la victoire. Donc vous avez compris, c'est victoire de Mike Santana et une nouvelle fois dans la soirée, eh ben, c'est Carlos Silva qui rend gentiment les titres. Donc certes, c'est le président, mais durant toute la soirée, parce que je l'avais peut-être pas dit au début, mais durant toute la soirée, il était présent et il n'a fait que donner les ceintures aux champions respectifs ou aux nouveaux champions. Ça dépend à qui on pourrait en dire, mais il a passé le temps à donner les titres à les détenteurs actuels. Donc bien sûr, un, un président qui se préoccupe de faire servir les ceintures, ben, pour montrer à quel point il fait bonne image et qu'il prend pas toute la lumière aux autres. Donc c'est sympa pour lui, mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Puis, il y a Nick Nemeth qui a attendu que le match se termine de manière clean pour passer à l'attaque sur Max Santana et mettre en jeu son trophée, mais sauf qu'il va se faire calmer par, par Mike Santana et qui va le faire un big clothesline à Nick Nemeth.
Et du coup, ben, la chance ne va pas tourner pour Nick Nemeth, que ce soit pour lui ou Frankie Kazarian, ben, la chance n'est pas de leur côté. Donc c'est sûr que Mike Santana récupère le titre qu'il avait perdu de manière très lamentable et que maintenant il espère de ne pas perdre comme un demeuré. Voilà tout. Et voilà comment ce show de la TNA Genesis se termine. Donc il n'y a plus grand chose à en dire, si ce n'est que après ce showcase terminé, j'ai regardé bien sûr l'épisode de la AAA sur. Alors je sais que ça passe sur la Fox, mais vu comment c'était disponible sur YouTube, j'ai regardé ça à l'instant T. Pareil pour les résultats de AEW Collision. Et maintenant, je me retrouve à faire cette review et je vais peut-être pas tarder à faire un montage qui va être très long. Je vais pas vous le mentir, ça va être très long. Au passage, sachez qu'avant tout, je sais que le 22 janvier, ça va être l'anniversaire de la chaîne. Donc si je dis pas de bêtises, ça va faire 4 ans que je suis sur YouTube. Donc c'est sûr que je vais essayer de donner du mien pour faire une vidéo, bien sûr avec un DVD de la ECW qu'il faut que je termine à tout prix. Donc c'est sûr que je vais faire ça pour les 4 ans de ma chaîne. Et sachez que le 24, ça va être le show Saturday Night's Main Event en direct du Québec, si je dis pas n'importe quoi, Saturday Night's Main Event. Donc encore au pays de ce très cher Pierre-Paul. Donc je vais sûrement regarder. D'ailleurs, je pense pas que je vais être tout seul pour regarder ce show. Et au même moment, le 24, il y a un show à Farciennes dans ma région où j'habite, auquel la Superstar Wrestling sont de retour une nouvelle fois. Donc c'est sûr, je vais assister à ce show. Je vais peut-être faire un petit entraînement avec eux. Ça peut être sympa, mais je vais peut-être faire un petit entraînement avec eux. Ça pourrait déjà me trouver la motivation, essayer de me motiver et d'apprendre les bases, vu comment ça fait un petit moment que j'ai plus appris les bases. Donc je voudrais tout simplement retrouver le côté sport qui m'avait tant échappé. En même temps, depuis que je suis quelqu'un de très très occupé, c'est un peu compliqué pour moi. Donc voilà tout, je préfère vous dire ça. Et pour la vidéo, pour Saturday Night's Main Event, je vais essayer de faire mon possible pour la faire et de la sortir. Donc en même temps, ça tombe au pire moment. Il y a le show qui va débuter, un show pas loin de chez moi, donc c'est sûr, je vais faire des vidéos et auxquelles je serai très chargé. Donc tout simplement. Et du coup, je vais conclure à tout prix cette vidéo tout de suite parce que j'ai pas envie de trop digresser. Je digresse déjà, c'est pas mal et je préfère de teaser la bonne fin. Donc tout simplement, je passe directement à la conclusion. Merci bien. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Et avant de vous laisser, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux. Donc bien sûr, mes réseaux sociaux sont bien sûr mon Instagram et également mon thread lié avec Instagram. Et surtout mon Discord si vous voulez parler de plus de catch ou d'autres choses qui vous passent par la tête. Et voilà comment je conclurai cette vidéo en disant c'est tout pour cette vidéo de review. C'était Mister Review. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo de review et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, donc DVD Pro Catch / Mister Review, et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo de review. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde et surtout, vive le catch!